Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. C'est la première fois que nous recevons l'invité d'aujourd'hui. Il est l'une des figures marquantes du mouvement anti-Covid qui s'est élevé avec rage et force. Il est avec nous à l'occasion de la sortie de son premier livre. Il s'agit de Maître Carlo Alberto Brusa. Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être là. Vraiment, ça me fait plaisir. Puis je sais que c'est le nouveau studio, donc j'ouvre le bal. Vous l'inaugurez avec nous en tout cas. Donc c'est une grande responsabilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle rapidement que vous êtes avocat à la Cour de Paris, conférencier, écrivain et comédien. Vous venez d'ailleurs de terminer une série de 3 représentations au Festival Off d'Avignon avec une pièce écrite par vous qui s'intitule « Le droit, les justes et les truands ». On vous découvre dans plusieurs domaines, sous plusieurs casquettes. C'est finalement une vraie liberté que vous vous offrez. Au fond, la Covid est arrivée à travers les choix entrepris de nous confiner. Et plus on a envie de me confiner, et plus j'avais envie de liberté. Et au fond, la réaction a créé Réaction 19, mais la réaction était aussi de me donner plus de liberté par rapport à une vie qui était celle que je pense qu'on connaissait un peu tous avant la Covid. On acceptait pas mal de choses, on acceptait la pression, les impôts, travailler beaucoup plus, etc. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'ai envie de travailler moins, parce que à la limite, je travaille encore plus, parce qu'entre l'écriture du livre, Réaction 19, l'activité d'avocat, et ensuite le travail sur la pièce, qui a été jouée par 3 dimanches de suite pendant le Festival d'Avignon, qui s'est achevé dimanche, et 3 fois par dimanche, avec une mise en scène, tout le reste. Donc ça a demandé beaucoup, mais c'est au fond une réaction tellement puissante d'énergie quand il a fallu donner de l'espoir, donner de la force à beaucoup de gens qui sombraient. Parce qu'en réalité, moi, je ne me suis pas aperçu. Moi, j'ai réagi tout de suite face à la décision de nous confiner. Et beaucoup de gens sont passés de la peur à la sidération. Et donc, le fait de pouvoir dire je suis là, ne vous inquiétez pas, avec d'autres, mais au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et moi, je le fais pas du tout en tentant de partir dans une contestation politique, etc. Même si parfois, quand on fait du droit, et on le fait de certaine manière, on arrive aussi à une contestation implicitement politique. Il n'en demeure pas moins que, à travers le droit, il y a une source de liberté qui est arrivé tout de suite, parce que le fait de contester les mesures, de contester les atteintes à tous les droits fondamentaux, parce que au nom de la santé publique, en quelques secondes, on a balayé, on a piétiné des centaines d'années d'histoire. La Révolution française n'est pas arrivée comme ça. La Révolution française n'est pas la nuit du 14 juillet ou du 26 août. Elle était arrivée après 200 ans de lutte, au fur et à mesure de changements radicaux de la société, au point que le roi ne pouvait plus avoir la même mise sur le peuple, et là, sur la bourgeoisie, utilisons ce terme-là qui est peut-être encore plus juste, qui a permis effectivement de faire un virage à bâbord. Le fait de placer l'homme au centre, ensuite d'éliminer la monarchie, d'éliminer la religion pour arriver au citoyen, à l'homme qui a des droits. Et ensuite, là, d'un coup, liberté d'expression, liberté d'aller venir, la liberté tout court, la liberté de dire je fais ce que je veux, dans les limites de la loi. Oui, mais quelle loi ? Parce que c'est facile de dire, mais si la loi impose une limite, tu dois la respecter. Oui, mais il faut qu'encore la loi soit légitime. Et c'est là qu'effectivement, peut-être cette soif de liberté a joué aussi dans les choix que j'ai entrepris d'écrire un livre. Sincèrement, c'est une proposition, et c'est une belle proposition. Je le fais avec passion. J'espère que le livre soit agréablement accueilli par les gens. Et puis, le fait de passer sur les planches, c'est pas un step si loin de ce qui est le métier d'avocat. Quand nous sommes dans un tribunal, il y a quand même une forme de théâtre. Pour les gens, je me souviens, au début de mon activité d'avocat, je faisais des comparutions immédiates. Et à la 23e chambre, qu'on appelait la chambre des flagrants délits, c'était les flags, j'allais et j'étais parfois désigné pour aller défendre beaucoup de personnes qui sont parfois des jeunes, effectivement, comme on en compte encore aujourd'hui. Et il y avait souvent 3 dames qui venaient s'asseoir au dernier banc de la chambre. Et pour eux, c'était un spectacle. Ils venaient, et ils faisaient même de la laine, voilà, ils tricotaient, ils tricotaient. Et je les voyais après, ça va maître, bonjour, ça va, vous aviez plaidé aujourd'hui. Ah ben, aujourd'hui, vous n'étiez pas en forme. C'est-à-dire que pour eux, c'est un spectacle. Et donc, après, ils parlaient tous les 3, ils décidaient un peu, alors, ils prendront quoi, 3 mois, 5 mois. Donc, c'est un spectacle
Pour nous, ça l'est moins, parce qu'effectivement, on sait que ça veut dire partir en prison, etc., même si l'avocat n'est pas contre la prison, mais ça fait toujours du mal, on se bat pour dire mettez une peine avec sursis, par exemple. Et bon, et après, on a vu des clients partir menottés et rentrer à la prison. Donc c'est pour cette raison que, pour nous, c'est moins un spectacle. Mais, pour ceux qui sont là, voir le procureur, les juges, le greffier, l'avocat et tout ce monde qui déambule dans les salles d'audience, c'est un peu un spectacle. Donc on y est un peu habitué. Après, autre chose, c'est aller sur les planches, voir du public qui est là et qui attend quelque chose, mais c'est une obligation de résultat. Tu ne peux pas dire aujourd'hui à 11h je vais être bien, à 15h je ferai moins bien et après je ne vais pas. Non, chacun vient en pensant que il va vivre le spectacle, tu vas lui donner le maximum, donc tu as une obligation de résultat. Revenons à cette notion de liberté, la liberté qui est au cœur de vos combats, de vos actions, cette liberté que vous défendez et dont vous rappelez l'essence même dans ce premier livre qui s'intitule « Pour un lendemain sans liberté volée », avec une préface du docteur Nicole Delpine, un avant-propos avec le docteur Martine Vonner et un entretien mené par Hervé Lozac auquel vous répondez tout au long de cet ouvrage. C'était important pour vous de collaborer sur ce livre ? Oui. Ce livre était, peut-être un jour je vais vraiment écrire, utiliser ma plume pour écrire, mais je pense que je n'avais pas encore la conscience de la portée de tout ce que s'est passé depuis le mois de mars 2020. Mais aussi avant, ma vie n'a pas commencé au mois d'avril ou mars 2020. Je suis avocat depuis 30 ans, donc ça faisait quand même 26 ans que j'exerçais avant que tout cela arrive, et puis j'ai une vie. Mais peut-être comme tout le monde. Après, il y a des vies qui sont plus ou moins intenses. C'est sûr que déjà, quand vous avez quelqu'un qui quitte un pays, qui arrive ici, qui n'arrive pas pour faire avocat, mais qui vient travailler, qui travaille dans la restauration, qui fait serveur, qui travaille la nuit, ce sont déjà des histoires un peu particulières. Et ce sont des histoires où on peut raconter quand même des anecdotes, des choses vécues, des situations compliquées, parce qu'une chose, c'est se lever le matin, être fils d'une famille qui vous paye les études, vous allez à la fac, tout va bien. Ça, et autre chose, c'est travailler, se battre la nuit, rentrer à 3h, 4h du matin, fumer un paquet de clopes entre 4h du matin, 8h avant d'aller passer les examens, boire 4 espressos pour rester réveillé, etc. Donc, il y a plein de choses d'une vie qui ne sont pas usuelles. Donc c'est pour ça que ce livre, il y a aussi quelques moments autobiographiques, pas beaucoup, mais pour comprendre un peu, on n'arrive pas à réagir soudainement à quelque chose. Il y a une histoire qui permet de le comprendre. Moi-même, j'étais toujours épris de liberté parce que j'ai eu une enfance un peu compliquée, un père qui n'était pas facile à vivre et très autoritaire. Et au fond, cette soif de liberté, cette approche un peu anarchiste ou anarchique de ma vie, est toujours liée à cette soif de liberté parce que cette autorité m'a oppressé, m'a étouffé. Et il a fallu que j'assume des responsabilités très jeunes. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté la famille, disant je veux faire père franciscain. Donc, sincèrement, c'était pas si vrai que ça. Mais j'ai préféré encore rentrer en internat, dire que j'allais faire père franciscain pour pouvoir me libérer de mon père. Et quand même, j'ai rencontré quelque chose de très intéressant. C'est que ce passage entre un peu imposé pour tenter d'échapper m'a fait découvrir un monde extraordinaire, le monde des franciscains, qui est un monde de culture, un monde de simplicité, un monde avant tout d'amour. C'est-à-dire que le mot amour pour Saint François d'Assise est vraiment cet amour universel. Et sincèrement, quand je me suis retrouvé au mois de mars, pourquoi vais-je de l'avant? Pourquoi dois-je aller vers les gens qui me l'imposent? Mais il y avait un ressenti, comme dire, au fond, la vie, même si pour certains, tu n'as pas eu beaucoup de chance au début, après maintenant, ça va, c'est extraordinaire, eh bien, je pense qu'il y a un d'audace, il y a des moments que la vie te donne. Moi, je suis arrivé dans ce pays et je remercie toujours la France. La France a été mon ascenseur social. Je suis venu dans ce pays que, sans magouille ni corruption, m'a permis d'étudier dans une grande université. Bien sûr, les diplômes ne m'ont pas fait cadeau, j'ai travaillé, mais ces diplômes m'ont permis d'accéder à un métier comme celui d'avocat, qui est quand même un métier fantastique, difficile, mais ce que je voulais, personne ne me l'a imposé.
Donc, j'ai senti qu'il y avait une forme de dette de ma part, quelque part, et avec réaction du neuf, le fait de dire, bon, quand on est avocat, on vient chez toi, on frappe à la porte, on te paye. Alors là, je ne demande rien. J'ai créé une association parce que c'était le moyen pour pouvoir communiquer, comme je l'ai dit souvent. Mais surtout, c'était avant tout de dire, écoutez, voilà, j'ai accumulé pendant des années, je suis comme une grosse cocotte, j'ai étudié énormément, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai réfléchi énormément, j'ai enseigné aussi un peu à la fac, donc ça m'a quand même permis d'être un peu plus dans le backstage du monde des études, et pas simplement l'étudiant qui apprend et va débiter, mais aussi quand on enseigne, on est obligé déjà de ruminer avant pour préparer ses cours. Et à travers cette approche, j'ai eu l'impression de me rééquilibrer un peu, et remercier aussi celles et ceux qui m'ont donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances, qui ont eu confiance en moi, et à travers ça, de dire, OK, après, vous savez, oui, il y a eu des gens qui ont dit des choses horribles, parfois des accusations graves, mais sincèrement, je n'ai pas donné beaucoup de poids. Je n'ai pas donné beaucoup de poids parce que la composante retour des gens qui, simple merci, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été une bouée de sautage. Merci de nous avoir éclairés sur des choses que nous ne connaissions pas, avec simplicité. Ça compense tout. Après, les trolls, les menaces, les insultes et les injures passent comme une lettre à la poste, parce que de toute façon, j'ai toujours dit, le temps répondra. Le temps répondra. Je n'ai pas créé Réaction du Neuf. Ça fait, pour durer une journée, ça fait 3 ans et déjà 3 mois que nous sommes là et nous continuons. Et c'est pour ça que aussi le théâtre, le livre, c'est des moyens pour remplir par d'autres moyens de véhiculer un message. Pas simplement de faire des vidéos sur Internet, parfois d'être interviewé, mais aussi d'avoir des moments plus intimes. Un livre est quelque chose de plus intime, surtout, comme on dit, scripta manem, verba volant. Les choses écrites restent, les paroles s'envolent, et à travers l'écriture. Et cet échange, ce dialogue avec Hervé, a été vraiment très agréable, parce qu'au fond, à certains moments, j'ai répondu à des questions, et j'ai répondu d'une manière que même quand j'aurais lu le livre, je me dis, mais j'ai découvert des choses que j'ai dites, que je n'avais pas nécessairement pensé, mais qui venaient d'une manière spontanée. Donc au fond, chaque fois que nous avons eu l'occasion de nous exprimer, nous portons toujours quelque chose. Si on construit un langage formaté, à un moment donné, comme les ministres, on a l'impression qu'ils répètent toujours la même rengaine. Mais quand on fait des choses avec du cœur, tous les jours, la vie nous donne quelque chose en plus. Entre Carlo d'il y a un mois et Carlo un mois après 7 jours de travail sur 7 entre cabinet, l'association et faire du théâtre, ben je suis déjà différent. Je peux déjà aujourd'hui parler avec vous et ne pas me répéter par rapport à l'interview que je peux voir il y a un mois lors de la sortie du livre. Donc c'est pour cette raison qu'il faut à chaque occasion se libérer, parler avec du cœur, dire ce qu'on ressent et le ressenti par rapport à ce qui est l'évolution de notre vie, qui change en permanence tous les jours, comme une information chasse l'autre, nous aussi, tous les jours, nous avons des choses qui entrent en nous, certaines partent, comme elles sont devenues obsolètes, comme l'obsolescence programmée, etc. Est-ce que pour vous aussi, c'était une manière aussi, un juste retour des choses vis-à-vis de votre public, cette mise à nu, parce que vous vous mettez vraiment à nu dans ce livre, c'est ce qui m'a touchée particulièrement et c'est ce qui m'a étonnée parce que très honnêtement, je m'attendais à lire une espèce de glossaire avec une succession d'articles de loi et en fait pas du tout. Vous racontez des choses de votre vie intime qu'on n'est pas forcément peut-être en droit de connaître, mais ça fait partie d'un cheminement, vous l'avez dit, d'un cheminement. Est-ce que pour vous c'était important d'être complètement sincère face au public qui vous a suivi Je pense que vraiment, ce que vous touchez là est au cœur de ce livre. Parce que il était difficile pour les gens de dire, mais comment se fait-il qu'un avocat qui a pignon sur rue, qui gagne bien sa vie, qui est entré dans la bourgeoisie parisienne. Oui, on peut rappeler quand même que vous avez eu des clients très connus, des footballeurs très connus. Oui, j'ai des footballeurs très connus, des chefs d'entreprise. Vous avez pris des risques tout à fait, en perdant ces clients. Voilà. Pourquoi ils franchissent ce pas
qui est un pas qui peut le mettre en péril. Effectivement, il y a certains clients qui m'ont quitté, parce que je suis devenu le complotiste, alors que je ne le suis pas. Je dirais même que les 3 ans à travailler juridiquement tous les textes Covid m'ont fait énormément grandir. Aujourd'hui, je pense que juridiquement parlant, je suis encore à un niveau supérieur et je n'aurais pas été si je n'avais pas fait Réaction 19. Et cette mise à nu, c'était peut-être le maillon qui manquait pour comprendre le cheminement. Là, beaucoup ont compris le pourquoi. C'est-à-dire que le fait que dans la vie, tu puisses arriver à intégrer une certaine élite, un certain monde, si tu n'oublies pas ce que tu as été, si tu n'oublies pas ton histoire, tu vas toujours trouver dans ton histoire un moyen qui te permet toujours de rebondir, d'aller de l'avant et aussi de pouvoir avoir le courage de changer de vie. Ou peut-être même de tout perdre. Parce que quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec une valise. Je ne savais même pas où j'allais dormir. J'ai trouvé un hôtel, c'était l'hôtel Excelsior, rue Cujas. Parce que je me suis dit, je vais au quartier latin. Quartier latin, ça me faisait proche de l'Italie, latine. J'ai dit, peut-être. Mais c'était comme ça, instinctivement. J'avais cette grosse valise. Et après, je trouve cet hôtel à 50 francs la nuit. 2 jours après, je commence à travailler dans la restauration, à faire le commis de salle, le commis de suite. Et ce qui était très important, pour moi, c'était de dire, ce n'est pas parce qu'un jour tu es, entre guillemets, un bourge, que tu n'as pas le droit de te battre pour le peuple, de pouvoir... Parce que ce sont mes racines. Parce que ces racines-là, je ne les lèverai jamais. Mon père était ouvrier, ma mère, elle travaillait et s'occupait de l'entretien de l'école. Donc, un milieu social assez bas. Je suis né dans une maison où on n'avait même pas, on n'avait pas l'eau chaude, on avait l'eau courante, tout ça. Mais c'était une vieille maison des années 60. Et je vais vous dire autre chose, moi, j'ai pris mes bains avec la bassine et ma mère avec le pot et chauffé l'eau. C'est pas pathétique, ça faisait partie de l'histoire de vie de beaucoup de gens dans les années. Je suis né en 1961, donc on n'était pas loin de l'après-guerre et on était dans une phase de reconstruction. Les 30 Glorieuses venaient de commencer. L'Italie sont arrivées même un petit peu plus tard par rapport à la France, parce que l'Italie est sortie vraiment massacrée après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on était encore dans une situation d'une vie qu'on pourrait définir un peu campagnarde, même si ce n'était pas un village de campagne, parce qu'on avait quand même le potager, on avait la poule, on avait la dinde, et parfois on échangeait la poule pour avoir de la viande rouge, parce que le boucher vendait les poules que mon père élevait. Donc c'est pour ça que cette vie simple ne m'a jamais fait oublier, même après, d'où je viens. Et c'est pour cette raison que voir aussi des gens en grande détresse, des gens se retrouvant dans des appartements minuscules, entassés dans le confinement et tout, très vite, les gens m'ont écrit, m'ont demandé d'être en contact. J'ai eu plein de fois des gens au téléphone pour les rassurer, des femmes qui vivaient très très mal le confinement. J'ai eu énormément de femmes, à l'époque, qui ont vécu le confinement d'une manière dramatique avec leur mari. Moi, je n'ai pas dit toutes ces choses publiquement, ce sont des choses que j'ai vécues, parce que, bien sûr, si je parle du nombre de mails reçus, on a reçu, je le dis, je crois 150 000 mails, 140 000, donc il y a eu des bénévoles, mais des fois, il y avait vraiment des personnes qui tentaient de me contacter par la messagerie et tout. Et j'ai senti une détresse terrible. Et cette détresse, je ne pouvais pas dire, ok, j'ai rien à foutre, moi je veux bien, j'ai un bel appartement, j'ai du boulot. Et à partir de là, j'ai dit, bon, très bien, le métier d'avocat. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est avocate, elle a un associé qui ont permis effectivement de continuer l'activité de cabinet pour que je puisse vraiment me donner. Et à un moment donné, Rex 119 est devenu quasiment 100% de mon activité. Et au prix même du cabinet. Voilà. Donc c'est pour cette raison que quand on choisit certaines missions, bon, on les assume et on assume les effets, les conséquences. Et aujourd'hui, je dois dire sincèrement, le cabinet est là, on a toujours notre clientèle, bien encore beaucoup de dossiers. J'ai même refusé des dossiers encore, donc c'est bon signe. Mais pour dire que dans la vie, il faut avoir le courage d'assumer des choix, de les faire. Et après, il y a un prix à payer. Mais après, qu'est-ce que c'est agréable quand même de savoir que les gens t'ont fait rentrer un peu dans leur cœur. Quand j'étais à Avignon,
J'ai rencontré dans la rue plein de gens. Ah, Dr Bozak, alors, ah, quel plaisir, mais qu'est-ce que vous faites là? Et voilà, c'est chaud. C'est même tellement chaud que quand vous rentrez après un dimanche, à 3 représentations et tous ces gens qui viennent vous voir, etc., vous avez un coup de déprime. Il faut se remettre en selle. Alors, dès le début de la crise du Covid, vous avez envahi les réseaux sociaux, YouTube, les manifestations, et puis très vite, vous en parlez depuis le début, vous avez créé l'association Réaction 19, dont vous êtes le fondateur. Alors, on va donner quelques chiffres déjà. À ce jour, vous comptez 115 269 000 adhérents au sein de l'association. Il y a eu plus de 600 vidéos publiées avec plus de 12 millions de vues. Vous avez reçu plus d'1 million de courriels et plus de 200 000 appels, c'est ce que vous mettez en tout cas dans votre livre. Tout à fait exact. Alors j'imagine que vous n'avez pas pu répondre à tout le monde. Comment on gère la frustration, votre frustration de ne pas pouvoir répondre, et la frustration aussi de ceux qui demandent de l'aide? Alors, on a toujours tenté de travailler de manière globale. Il est difficile, on n'a pas créé un SVP, ce n'est pas possible de répondre à tout le monde individuellement. Mais on a toujours fait un tri entre ce qui devait être traité personnellement et après des regroupements. Par exemple, quand on avait des problématiques concernant le pass sanitaire, toutes les questions que nous recevions, on les mettait ensemble et lors des vidéos, les vidéos ont toujours été un moyen de communiquer avec les adhérents, avec les non-adhérents, parce que l'association n'est pas été créée exclusivement pour les adhérents. L'adhésion a permis à l'association d'exister, de pouvoir créer des notes juridiques, des actions judiciaires, etc. Mais ce qui est très important, c'est que si une personne m'envoie un email, je ne vais pas regarder s'il est sociétaire ou associé de la sauce, pas du tout. Parce que c'est comme les restaurants du cœur. Vous versez de l'argent, moi-même j'ai versé de l'argent au restaurant du cœur, c'est pas pour dire après je vais faire les courses. Vous le versez et puis il y a un tiers qui pourra bénéficier de l'argent que vous avez versé, qui permettra d'avoir une boîte d'haricots, etc. Eh bien c'est exactement comme ça. L'association a permis de pouvoir répondre peut-être à un besoin social, parce que quand on voit l'exemple le plus important, c'est le 1,5 million téléchargements de la fameuse attestation. Attestation pour contourner le tous anti-Covid, le fameux QR code, avec l'obligation d'aller faire un test PCR, surtout quand il était payant. Et j'ai créé cette attestation où des gens écrivaient « je fais un autotest, je suis négatif », alors que les gens ne faisaient pas l'autotest. Mais la manière dont j'avais construit l'attestation permettait à beaucoup de gens de passer outre toutes ces obligations, et notamment aussi le pass vaccinal, parce qu'au fond, le pass sanitaire, à un moment donné, était plutôt un pass vaccinal qu'un pass sanitaire. Donc, quand on voit ça, on voit l'ampleur et l'impact de l'association. On a atteint 110 000, aujourd'hui il y a plus 110 000, c'est normal. Après, moi je ne critique pas l'utilitarisme. C'est normal que quand on a eu la loi du 5 août, nous étions un peu en vacances, et au lieu de continuer nos vacances, nous avons été obligés de rentrer. Ma femme et moi, et des bénévoles, parce que le nombre d'appels téléphoniques, de mails, etc., nous empêche. Nos enfants nous disent, mais non, ça ne vaut pas la peine qu'on continue les vacances. Vous êtes tout le temps au téléphone, on a faire des conf-calls. Alors, on rentre, et nous, on fait quelque chose à Paris, mais vous allez faire... Et c'est ça qui s'est passé. Nous sommes rentrés et pour répondre. Et le 10 août, on était à Paris, alors qu'on aurait pu prendre 2 semaines de vacances. On n'a pas fait. Donc, ça veut dire tout simplement que l'impact Covid a été très fort. Et après, différents collectifs ou associations ont répondu à un besoin de réponse. Rien Faux Covid l'a fait au niveau médical, avec un très bon travail de Louis Fouché, d'autres collectifs, les Mamans Louvre, etc., ou Hémocycle après, avec les effets secondaires. Donc chacun a apporté quelque chose, a été une bouée de sauvetage, parce que la complexité et l'unicité, parce que les repères historiques, moi j'ai lu énormément sur les autres épidémies. Je crois que j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur les épidémies du passé, comment elles ont été traitées, etc. Mais la démonstration, le confinement par exemple, est une manière extrêmement atavique d'agir et d'affronter l'épidémie. On a agi comme on a affronté des épidémies, comme l'Australie le fit en 1925, etc. Donc ça veut dire tout simplement que la manière d'affronter les choses a été d'une telle violence
et d'une telle unicité. Alors, avec la guerre, on a des exemples. On peut même avoir des gens... Ma mère, elle l'a vécu. Elle avait 6 ans et se souvient. Mon père m'en a parlé. Mon père, il avait 11 ans quand il y a eu la guerre. Donc, on peut dire avoir des repères. L'épidémie, non. L'épidémie de cette ampleur, de la manière dont, en plus, les politiques l'ont gérée, est-ce qu'ils l'ont gérée par commandement? Ça, chacun a son idée. Ce qui compte, c'est que pour moi, il y avait une violence juridique, une violence légale, disons, de la loi, face à une autre violence qui était la violence de cette contamination qui, après, on a compris très vite que n'était pas si désastreuse que ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont tellement gênés qu'il y a une sorte de chape de plomb qui est mise sur cette période, alors que normalement, dans toute société intelligente et démocratique, après avoir vécu cela, il faudrait que le débat continue. Il faudrait qu'aujourd'hui, des débats soient faits avec toutes les personnes pro-vaccin, anti-vax, ou ce que vous voulez, ou pas anti-vax au sens général, anti ce type de vaccin. Qu'est-ce que ça aurait été beau d'avoir des tables rondes avec moi-même, Alexandre Ariancaude, Gilles Deray, le docteur Marty, aux celles et ceux qui effectivement ont prêché pour la paroisse d'où il fallait absolument. Monsieur Marty, il a changé totalement son discours il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'effectivement le taux de létalité de la Covid était minime et qu'il n'y avait pas effectivement danger tel que... Parce qu'eux-mêmes, ils sont tous dirigés vers une sorte de doxa qui a été catastrophique, qui est devenue une sorte de religion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si nous étions à l'époque de la chasse aux sorcières, quand quelqu'un osait dire quelque chose qui allait à l'encontre du principe chrétien catholique. Et ça, c'est quelque chose qui est violent. Quand on vous enlève le droit de penser, le droit d'exprimer votre opinion, le fait de dire « je ne suis pas d'accord », c'est un droit, c'est ma liberté de dire je ne suis pas d'accord. Je dois dire je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie de me faire piquer par ce produit, je pense qu'il peut être néfaste, c'est mon droit. Tu ne peux pas m'imposer quelque chose qui porte atteinte à ma liberté et à mon consentement sur mon corps. Et c'est ça que j'ai expliqué juridiquement parlant aussi, cette notion d'usufruit du corps. Est-ce que nous sommes propriétaires? Est-ce que ce sont des questions juridiques intéressantes, mais qui permettent de relever aussi quelle est aujourd'hui l'emprise de l'État. À travers cette vaccination imposée, coûte que coûte, et pas quoi qu'il en coûte, on a effectivement une sorte d'affirmation de l'État. Je te possède sur un plan social, je te possède sur un plan politique, je te possède sur un plan mental, mais je te possède aussi sur un plan physique. Le fait de dire « je vais me faire vacciner parce que c'est une contrainte, parce que sinon je ne pourrai plus donner manger à mes enfants », ce n'est pas un acte de liberté, c'est un acte d'extorsion de consentement. Certaines femmes, ou certains hommes, certains soignants ont eu le courage de dire non. Ils ont payé un prix, parfois une déflagration de leur vie, des suicides, des séparations, des gens qui ont changé de vie. Certains remercient même ce qui est arrivé. Il n'en demeure pas moins que cette contrainte qui a été imposée avec aujourd'hui les effets secondaires que nous connaissons. Et les effets secondaires, c'est plus la rigolade. Encore ce matin, je lisais au Luxembourg la mise en œuvre des indemnisations, le nombre d'effets secondaires déclarés avec indemnisation, sans compter celles et ceux. Quand on prend les cas déclarés auprès des organismes, il faut multiplier par 10 la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout 100% des gens qui ont des effets qui ont le courage de déclarer. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a agi de manière si violente et il fallait aussi qu'il y ait des collectifs et des assos qui réagissent, entre guillemets, de manière violente. Et moi, j'ai utilisé une forme de violence. Ça s'appelle la violence du droit. Le droit est la violence apprivoisée. Au lieu de réagir en disant « je vais faire la guerre, je vais descendre dans la rue, je vais prendre la fourche et je me bats », non, je vais utiliser une arme qui est une arme aussi puissante que la loi, s'appelle le droit. Celui qui permet de dire « non, tu crois avoir pris une loi et que cette loi
et doit être appliquée. Et moi, je te dis que cette loi, elle est injuste, elle est illégitime, elle viole les principes fondamentaux qui sont liés à l'être humain. Et donc, c'est pour cette raison, je ne la respecterai pas et je trouverai tout le moyen pour la contourner, parce que c'est une loi injuste. Alors justement, restons sur les vaccins à ARN messager et sur cette loi, sur ce que vous défendez, le droit, vous avez assigné l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, le Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et du Vidal au motif de l'inexistence légale des vaccins sur le territoire français. Vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est une première action que j'ai diligentée, qui est une action que j'appellerais coup de poing. Parce que mon but, c'est toujours de trouver les fautes, les failles, pour mettre les bâtons dans les roues. Et qu'est-ce que je découvre en étudiant les AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, conditionnelle, et la transcription dans le décret, qu'ils n'ont même pas été capables de retranscrire dans le décret la nature du médicament. C'est comme si l'habilitation avait été donnée à l'aspirine et on a habilité le Doliprane. Voilà, c'est l'absurdité. Et quand j'ai assigné, nous avons, réaction du homme l'a fait, nous avons perdu de manière lourde en première instance. Moi, j'attaquais sur la voie de fait. Alors, la chose extraordinaire, c'est que il y a la reconnaissance. Les conclusions le disent qu'effectivement, le décret ne répond pas du tout aux AMM. Mais du fait qu'il n'y a pas de voie de fait, et en plus, je me suis pris aussi une procédure abusive. En cour d'appel, les choses ont changé. La cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de voie de fait, mais que la procédure n'était absolument pas abusive. Et d'ailleurs, il a annulé la condamnation des 1 000 €, en somme qui a été remboursée, parce qu'on a dû les régler. On a même fait l'objet de saisie pour dire la dureté des organisations. Mais le juge, tout en constatant qu'effectivement, il y avait une différence entre le décret et l'AMM, il a considéré que, judiciairement parlant sur le plan civil, il ne pouvait pas intervenir parce qu'il n'y avait pas voie de fait. Mais ça a été très important. Ce n'est pas parce que nous avons perdu, et je dirais gagné partiellement en appel, que ce sont des instances perdues. Parce qu'à partir du moment que vous mettez en exergue cela, vous montrez que même à ce niveau-là, ils sont incapables d'agir de manière juste et loyale. La démonstration, c'est que lorsque je voulais faire un joke joué, je suis allé à Levallois-Perret, au centre de vaccination, et j'ai dit « Bonjour, moi je voudrais me faire vacciner. » « Oui, oui, très bien. Mais vous êtes à quelle dose alors ?» J'ai dit « Ah, parce qu'ils m'ont vu un peu plus âgé, parce que je venais pour la deuxième ou troisième dose. » Et je leur dis « Ah ben moi je voudrais me faire vacciner, mais je ne veux pas du Pfizer. Je veux du BioNTech. » « C'est quoi BioNTech ?» Ben écoutez, regardez l'AMM. L'AMM a été donnée à GmbH, BioNTech, Comirnaty. Ah ben non, nous on n'a que du Pfizer. J'ai fait cette vidéo. Cette vidéo a été vue plus de 100 000 fois et YouTube l'a ensuite coupée. Alors que c'était un simple constat que nous étions en train de nous faire piquer par un produit qui n'a jamais, et je le dis encore aujourd'hui, je suis très heureux de le dire sur votre télévision, sur votre chaîne, encore aujourd'hui, il n'existe aucune AMM, même la même définitive n'a jamais été donnée à Pfizer. Pfizer n'est pas inscrit dans les AMM. C'est GmbH, une société allemande, qui a eu le droit de commercialiser Comirnaty. Donc ça démontre bien que nous sommes désormais dans un état de non-droit, je dirais de magouille, parce que Pfizer ne pouvait pas répondre au marché. Pfizer ne pouvait pas répondre à l'appel du marché européen compte tenu de certaines condamnations et compte tenu du fait que les règles qui avaient été posées. Donc, c'est la société BioNTech allemande qui reçoit la même conditionnelle et ensuite la même définitive pour le Comirnaty BTN 19. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on peut encore le dénoncer. Quand tu parles du Pfizer, il n'y a pas de AMM qui habilite Pfizer. C'est parce qu'ensuite, la société habilite par licence Pfizer, et Pfizer, en direct, par délégation
de la société allemande va négocier avec Mme von der Leyen, qui agit sur 3/4 du marché seule, en dehors de tout protocole de la Commission. Donc nous sommes quand même dans un état, on voit qu'à partir du moment que nous sommes projetés dans cette dimension européenne, il est très difficile de faire respecter le droit. Parlons maintenant du rapport Pfizer, qui contient environ 450 000 pages et dont un juge fédéral américain du Texas a ordonné à la FDA la publication des documents. Alors, il ressort des 80 000 pages diffusées que sur les un peu plus de 42 000 personnes suivies dans le cadre de l'expérience préliminaire, 1223 sont décédées dans les 28 jours après l'injection. Vous avez donc mis en demeure le président de la République française. Qu'est-ce que cela signifie et qu'attendez-vous? Vous savez, là aussi, on a travaillé avant tout pour dénoncer. Je ne m'attendais rien de la justice. Quand vous pensez le nombre de saisines du Conseil d'État, 6005, 6490 de rejet, ce n'est pas le Conseil d'État français qui pouvait nous donner espoir de quelque chose. Le Conseil constitutionnel, avec M. Fabius, plié totalement devant Macron et la bande gouvernementale. Quand vous êtes face à cela, il faut des actes forts. Le fait de mettre en demeure le président de la République et de lui dire attention, tu risques d'avoir du sang sur tes mains, comme l'ont fait les juges et les procureurs allemands avec les députés allemands, qui ont refusé de voter l'obligation vaccinale, parce qu'ils avaient les mêmes informations que nous, dans lequel effectivement il ressortait quand même la dangerosité de l'utilisation de ce mécanisme vaccinal, qu'au moment où nous parlons, demeure encore un mécanisme en phase d'essai. Il n'existe aujourd'hui aucune certitude scientifique, et Alexandre Yoncode l'explique très bien dans son livre. Et le livre a été quand même vendu à des milliers et des milliers de copies. C'est un livre chez Albin Michel, donc je veux dire, on n'est pas du tout chez Tempédier Éditeur qui a publié, qui a fabriqué le livre dans le tréfonds d'un immeuble. Donc ça veut dire tout simplement qu'on est face à quelque chose aujourd'hui d'information que nous avions soutenu depuis le début. Moi, quand j'ai fait la première plainte, c'est le 15 décembre 2020, les premières vaccinations vont commencer le 15 janvier 2021. Je parle de extorsion de consentement, je parle de tromperie, parce que nous sommes face à une tromperie. L'Inde a demandé à Pfizer, donnez-moi la preuve que vous avez fait les tests, que votre vaccin est sûr, que votre vaccin effectivement empêche. Sinon, vous allez perdre 1,3 milliard, 1,3 milliard de clients. Ben, Pfizer a perdu 1,3 milliard de clients. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on est face à une méga tromperie, parce que il était, on dit, on a fabriqué en quelques mois, ils étaient déjà en train de travailler, parce que le monsieur de l'RL Messager, qui est un monsieur d'origine turque, est une des plus grandes fortunes au monde aujourd'hui, mais il l'était déjà parmi les 500 fortunes au monde. Donc ça veut dire tout simplement, quand je dénonce les 800 millions de flacons, et on modifie les chaînes de montage pour fabriquer des flacons qui puissent tenir moins 80 degrés, que je reçois ces informations par mon réseau. Ce n'est pas une fake news parce qu'elle est publique, je le dis, et je le mail où on m'envoie ces informations avec des preuves à l'appui pour dire voilà Carlos ce qui s'est passé au mois de mars 2019. Au mois de mars 2019, on va fabriquer les flacons, et puis on a vu ce qui s'est passé. Vous avez vu que les fameux frigos qu'on a vu transporter avec les camions militaires, etc., avec cette image quasiment de guerre, ce frigo, vous avez entendu parler? Chaque frigo, vous savez combien ça coûte? Ça coûte 300 000 euros. 250 000, 248 000, 300 000 euros avec les transports. On a fabriqué et acheté des centaines de frigos pour stocker le fameux ARN messager Comirnaty BT19 qui ne pouvait à l'époque qu'être stocké à moins 80 degrés. Et après, comme par hasard,
On n'a plus besoin de le stocker à moins de 80 degrés. Comme par hasard, il suffit de le mettre dans un frigo et on ne parle pas qu'on a travaillé dessus, qu'on a modifié et qu'avant il fallait moins 80 parce qu'il y avait une telle composition et après. Pas du tout. Ça aussi, c'est de la tromperie. C'est tromperie aussi quand vous avez un descriptif du contenu et que vous avez aujourd'hui plusieurs rapports qui établissent la présence du graphène contenu dans les flacons. Entre autres, il y en a d'autres qui n'ont pas été déclarés. Mais le graphène, aujourd'hui, vous avez depuis Jung le rapport publié au mois d'août, 28 août 2021, mis sur le site, jamais contesté, et d'autres qui sont arrivés. Vous avez encore Quinto Columna qui en parlait, mais je parle d'autres expertises qui établissent la présence du graphène. Pour quelle raison je dois me faire piquer et me jeter quelque chose dans lequel, dans le contenu, il n'y a pas le descriptif? Moi, j'ai envie d'acheter des sardines et je veux des sardines dans la boîte à sardines. Je ne veux pas des anchois. Sinon, je vais acheter des anchois. Si je me fais piquer par un vaccin qui contient du graphène, je veux le savoir. Parce que le graphène est toxique. Parce que le graphène est quand même un matériau qui a certaines, disons, capacités physiologiques et certaines capacités physiques qui peuvent engendrer des choses particulières. Alors après, bien sûr, on tombe dans le complotisme, parce que dès qu'effectivement on touche des choses comme ça, mais le graphène, aujourd'hui, la présence est évidence. Et d'ailleurs, je cite dans le livre la fameuse décision qui a été rendue, dans laquelle Pfizer, d'abord, nie mettre du graphène, et ensuite elle doit le reconnaître, parce que sinon, elle le reconnaît, mais elle se place sous la Food and Drug Administration, c'est-à-dire le protocole sanitaire, pour dire du fait que c'est sanitaire, vous ne pouvez pas m'attaquer pour usurpation ou utilisation frauduleuse de votre brevet. C'est le fameux graphène fluorescent. Voilà, voilà. Mais face à tout cela, on a aujourd'hui, mais parce qu'il y a un barrage. Pourquoi il y a un barrage? C'est un point très important. Parce qu'en réalité, tous les pouvoirs se sont associés et soumis à l'exécutif. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, aller ouvrir la boîte de Pandore, ça veut dire découvrir des responsabilités qui peuvent peser sur le juge, des responsabilités qui peuvent peser sur les parlementaires, et des responsabilités qui peuvent peser sur l'exécutif. Parce que quoi qu'il en soit, les lois ont été votées. La vaccination obligatoire a été votée par un Parlement, qui a donc permis à l'exécutif de pouvoir mettre en place une vaccination obligatoire, mais avec la consécration et la bénédiction du Parlement. Aujourd'hui, la France insoumise, qu'aujourd'hui se bat en parlant de dictature, en parlant de monarchie macronienne, etc. À l'époque, ont-ils parlé de dictature sanitaire? Eux-mêmes, ils étaient les premiers à demander de la vaccination. Monsieur Coquerel se levant dans l'Assemblée nationale, demandant de la vaccination pour son département du 9-3. Vous l'entendez aujourd'hui parler d'abus? Donc, du fait qu'ils sont grosso modo tous coupables, tous, ministre de la Santé, président de la République, Premier ministre, celles et ceux qui ont passé leur temps sur les plateaux télé à demander que les gens se vaccinent en me disant ça protège, etc., alors que le Conseil d'État disait le contraire. Le Conseil d'État lui-même a rejeté une requête dans monsieur qui voulait sortir en s'enlevant le masque en disant « je me suis vacciné, j'ai respecté le protocole ». Et le Conseil d'État lui dit « mais non, non, tu dois continuer à porter ton masque, tu dois continuer à rester chez toi parce que de toute façon, les vaccins ne t'immunisent pas et ils n'empêchent pas la transmission ». C'est le Conseil d'État qui le dit lui-même. Alors moi, j'aimerais ajouter sur le cas de la tromperie. Il y a quelques mois, nous avons reçu Jean Lassalle, ancien député, candidat à l'élection présidentielle, et il affirmait sur notre plateau que le président de la République, Emmanuel Macron, ne s'était pas fait vacciner. La chose que je trouve drôle, il faut analyser les faits. Quand vous avez un monsieur Jean Lassalle qui dit publiquement que le président ne s'est pas fait vacciner, mais pour quelle raison le président n'a-t-il pas réagi? Pourquoi il n'a pas porté plainte pour injure ou pour calomnieux ou atteinte même au pouvoir de l'État? Parce que c'est quand même gravissime. Et je pense
qu'à partir du moment que Jean Lassalle, député de la République à l'époque, se permet de parler comme ça et qu'on ne l'attaque pas, à partir du moment où le juriste dit, il a dit la vérité. Parce que si tu as peur de porter plainte, c'est que tu crains que quelqu'un puisse porter la preuve de ce qu'il est en train de dire. Donc automatiquement, c'est un peu comme dans la diffamation. La diffamation, quand on attaque la diffamation, l'autre, il a l'exception de vérité qui peut être soulevée, et pour dire non, je vous porte la preuve que ce que je dis est vrai. Donc l'attaque en diffamation implique de la part du plaignant la certitude que de l'autre côté, on ne pourra pas apporter l'exception de vérité. Donc ça veut dire tout simplement que quand on regarde les faits d'une manière objective, pour moi ces faits sont plutôt de confirmer qu'il y a peut-être anguille sur roche. Maintenant, moi je ne suis pas le juge, etc. Mais le simple fait que Jean Lassalle ait le courage de dire cela, il a dit pourquoi. Entre autres, parce que Jean Lassalle a été victime de la vaccination. Jean Lassalle, il était très grand ami de Martine Vonner. Martine Vonner dit à Jean Lassalle, ne te vaccine pas, surtout par rapport à ton état cardiaque, tu prends des risques énormes. Martine Vonner lui répète cela. Le médecin du Parlement dit à Jean Lassalle, non, non, vous devez vous faire vacciner, je vais vous vacciner moi-même. Et à partir du moment qu'il s'est fait vacciner, il n'a pas fait une dose, il a fait les 3 doses, c'est là que ses problèmes cardiaques ont explosé, il a failli mourir, il a failli les laisser, voilà, et il a été sauvé, il a fait, je crois, 3 opérations. Donc c'est pour ça, c'est la première fois que je parle de ça, parce que ce sont des choses que je connais maintenant très bien. Mais il est clair qu'aujourd'hui, et il a dit, on m'a trompé. On m'a raconté des bobards. Et maintenant, je vais vous dire quelle est la réalité. Que celui qui a prêché pour la vaccination, qui a dit que il était capable d'aller chercher et les emmerder jusqu'au cou, les non-vaccinés, c'est le premier qui ne s'est pas fait vacciner. Donc c'est pour cette raison que le silence assourdissant que nous vivons aujourd'hui, et je le répète encore, et que certains disent, mais non, mais c'est terminé, même les médias. Les médias ont reçu, les médias, pas le vôtre, mais les médias, les grands médias qui se présentent comme tels, de masse, ont reçu des ordres précis. Même Hanouna, qu'on peut considérer quelqu'un de libre, qui a quand même m'a invité, après il m'a plus invité parce que j'ai dépassé un peu trop les bornes, mais Divizio, il est allé souvent, et il a fait un très beau travail, parce que même s'il était considéré un peu comme le bouffon de cours, il ne même pas moins qu'il a pu dire des vérités. Et Fabrice, il a vraiment pris des risques, parce qu'il est allé en tant qu'avocat et pas en tant qu'assos, etc. Donc automatiquement, il s'est exposé sur les règles déontologiques, les limites à franchir ou ne pas franchir. Donc moi, je ne critique pas celui qui peut porter. Il a porté la voix. Et moi, même si je ne suis pas d'accord sur tout, comme lui dit, il n'est pas d'accord sur tout avec moi, il n'en est pas moins que sur ceux qu'il a défendu nos valeurs, les valeurs de liberté. Moi, je n'ai jamais supporté d'être traité d'antivax. Mes enfants ont fait les vaccinations obligatoires, donc que je considère, entre guillemets, prouvées, et que mes enfants n'ont pris des risques incroyables. Et moi-même en tant que père, et ma femme en tant que mère. Mais là, non. Là, mes enfants ne sont pas... Non, je préfère... Je vous dis, j'étais prêt. J'étais prêt à partir même avec Hélène, avec nos enfants, à quitter la France, mes paroles d'honneur, à tout quitter, fermer le cabinet, tout quitter, si j'avais été dans l'obligation de me vacciner avec ce produit. J'étais prêt à aller chercher n'importe quel endroit de la Terre pour ne pas vivre cela. On va revenir sur une expérimentation que vous avez réalisée contre toute attente, vous la racontez dans votre livre, à l'aide d'un téléphone portable et du Bluetooth. Vous nous racontez cette incroyable... L'expérience que j'ai vécue était déjà dans les tuyaux, parce que j'avais reçu des informations qui concernaient les problèmes de lecture alphanumérique. C'est-à-dire que les personnes vaccinées dégager quelque chose, dégager, disons, des ondes. Et on avait déjà été informé de certains tests qui avaient été faits à ce niveau-là. Et un beau jour,
il y a une bénévole qui nous a aidés pendant de longs mois, et il dit, moi, en disant, voilà, Carlo, il y a ma fille qui est avec ce téléphone, elle se retrouve dans le métro, et quand elle met le Bluetooth, il apparaît mais des dizaines, tout le Bluetooth est rempli de codes, et des codes alphanumériques. Et alors, j'ai dit, voilà, ça confirme qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Et nous sommes au cabinet, et dans les locaux de Rexon 9, et nous sommes, elle et moi, et le téléphone. Et là, il y a 2 codes IP qui apparaissent, code IP, pas alphanumérique, qui apparaissent. Oh, très bien. Et à un moment donné, nous sommes on s'approche de 14 heures, et les collaborateurs commencent à arriver. Et une première collaboratrice, je n'ai jamais posé la question à mes collaborateurs s'ils étaient, oui ou non vaccinés. Ça, c'est à exclure de ma conception. Mais elle arrive, et comme par hasard, je vois apparaître un code alphanumérique. J'ai dit, excusez-moi, mais après vous répondez, je crois que vous êtes vacciné. J'ai dit, oui. Pourquoi, Carlo? Mais parce qu'il y a votre code alphanumérique qui est apparu sur le téléphone. Et ainsi de suite, une deuxième collaboratrice, troisième collaborateur. Et à partir de là, j'ai été convaincu. Pourquoi? Parce qu'en plus, la collaboratrice dont le premier code alphanumérique est apparu, elle est venue chercher sa robe pour partir plaider. Et quand elle a quitté le cabinet, le code alphanumérique a disparu du téléphone. Et à partir de là, nous avons mis en œuvre un test. Et cette plainte que j'annonce est une plainte qui est prête, du fait que nous avons eu pas mal d'éléments complémentaires sur le graphène et sur les fameuses nanoparticules et le nombre de brevets qui étaient déposés. On était tellement en avance que ça faisait un peu trop clairvoyant ou à la voyance. Alors que là, on a pu rajouter pas mal de parties scientifiques qui sont venus apporter du soutien sur la présence du graphène, mais pas simplement dans les vaccins. La présence du graphène dans plusieurs produits, des produits alimentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée porteuse est la suivante. Admettons même qu'elle soit absurde, mais l'idée porteuse est la suivante, et je me permets de l'expliquer. On peut contrôler. On peut contrôler de manière extrinsèque et de manière intrinsèque un être humain. Extrinsèque, c'est le téléphone. La géolocalisation aide même la police criminelle parfois pour retrouver des homicides, etc. Ça, c'est un moyen que nous avons rencontré pendant la Covid, avec le fameux Tous Anti-Covid, le fameux QR code, qui a permis déjà un contrôle de la population à large échelle, mais ça dépend de la volonté de chacun de télécharger un programme, de y mettre des données, et surtout de ne pas prendre le téléphone et le jeter dans la Seine, si tu as envie de te libérer de quelque chose. En Suède et en Norvège, certaines personnes se sont fait implanter une puce. Mais la puce, elle n'est pas dialectique. La puce, c'est un émetteur qui émet des informations constantes et identiques. Le nom, le prénom. On a certains pays, même de l'Est asiatique, qui commencent à utiliser le mécanisme. Mais, je répète, il n'y a pas de dialectique. La question du graphène, associée notamment à l'aluminium, permet de créer ce qu'on appelle une nanoparticule. Cette nanoparticule peut être programmée. Pourquoi? Parce que le graphène a les mêmes propriétés du silicium. Et le graphène vaut 100 fois plus que le silicium. Vous imaginez qu'aujourd'hui, un ordinateur portable avec du silicium équivaut grosso modo l'ordinateur qu'on utilise de grande qualité, d'une grande marque. Il faudrait, en 1950 ou 1955, il aurait fallu couvrir la ville de New York pour avoir les résultats que nous avons sur un portable puissant. Donc ça démontre bien ce que le silicium a apporté comme système de mémorisation et de gestion des données. Le graphène est 100 fois supérieur. Le graphène est un matériau extraordinaire. C'est un matériau extraordinaire qui peut être extrêmement utile pour la vie. Aujourd'hui, vous avez des batteries au lithium qui sont extrêmement polluantes. Une batterie au graphène, vous la chargez,
qui peut avoir 1000 km d'autonomie, vous la chargez en un quart d'heure. 10 minutes. Même moins, en fonction des chargeurs. Mais concernant la question de nanoparticules et le particularisme et boule, je n'invente rien parce que nous trouvons cela dans les brevets qui ont été déposés. Des brevets d'interaction entre une machine, c'est-à-dire l'ordinateur, et la personne porteuse de la nanoparticule qui peut faire l'objet de programmation. C'est ça qui est le point fondamental. Il y a même un brevet qui a été déposé dans lequel le hôte, c'est-à-dire la personne qui porte la nanoparticule, on pourra lire son état, son humeur. Vous imaginez à quel point on pourra arriver dans le contrôle de l'individu. Et à cela n'arrivera pas demain. Je serai peut-être mort. Et peut-être d'autres générations. Mais cela va arriver. Parce que de toute façon, dans le monde dans lequel nous allons aujourd'hui, il y a une volonté affichée par tous les pouvoirs. Ce n'est pas que la Chine. Ce n'est pas que la Chine, parce que la Chine plutôt inspire les pouvoirs démocratiques. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, et l'idée de la monnaie numérique, l'identité numérique, etc., qu'on va, c'est génial, ça permet d'automatiser, d'éviter. Tiens, c'est de la grosse escroquerie intellectuelle. Tout est fait pour arriver pour que ces élites, qui sont elles-mêmes contrôlées, il ne faut pas croire, les élites sont elles-mêmes dépendantes parce qu'il y a toujours un chef plus haut que le chef. Le seul chef qui ne peut pas atteindre, c'est Dieu. Mais c'est ça le but. Et la nanoparticule peut faire l'objet de programmation, elle pourra communiquer, et quand vous regardez le portail alphanumérique tel qu'était envisagé même par l'Union européenne pour la détermination de l'état vaccinal, elle ne parle pas de téléphone portable. Elle parle de détection alphanumérique, qui permettra effectivement de déterminer si la personne est oui ou non vaccinée, il pourra voyager. Et je vais vous dire une chose, cette étude de l'Union européenne est apparue à un moment où ils pensaient vraiment qu'avec le Covid-19, ils seraient arrivés à contrôler tout le monde. Ils ne sont pas imaginés un instant de seconde que le peuple n'allait pas se plier. Parce qu'aujourd'hui, 16 millions, 17 millions ne sont pas vaccinés. Primo-vaccinés, il y en a 7 millions. Donc quand on additionne primo-vaccinés, non-vaccinés, primo-vaccinés, ça ne veut rien dire. Ça veut dire tout simplement que tu as grosso modo 25 millions de personnes en France qui ont dit non à la doxa. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est quelque chose qui a mis les bâtons dans les roues. La France a été le pays du plus grand nombre de manifestations. Tous les samedis, quand les Français descendaient dans la rue, ils avaient peur qu'on allait démarrer une nouvelle vague gilets jaunes, parce que c'était le seul pays en Europe où tous les samedis, les gens se battaient. En Italie, les gens se pliaient. En France, nous nous battions. Parce que, quoi qu'il en soit, il y a eu un tel réveil des consciences de la part de beaucoup qui ont bossé comme des malades pour dire attention, réfléchissez, réagissez, sortez de la caverne, c'est pas la vérité est ailleurs, sans tomber dans le platisme, je suis pas là pour parler que la Terre est plate et que l'homme n'a jamais été sur la Lune, je m'en fous à la limite de ça, parce que j'ai pas envie d'arriver à ce type de réflexion pour être en dehors du système. Moi je suis dans le système et je ne veux pas que ce système m'engloutisse et que ce système m'empêche d'être un être humain. On va revenir à votre cœur de métier, qui est le droit, et dans votre livre, vous faites la distinction entre le droit et la loi, que l'on confond bien souvent, à juste titre ou non. Ça, c'est la question. C'est une question clé dans le livre. C'est une question clé dans ma vie personnelle, une question clé dans Réaction 19. Je dirais même que c'est... et après, je porte aussi dans la pièce. Dans Le droit, le juste et les voyous, c'est une histoire sous-jacente d'Antigone. Pourquoi je parle d'Antigone? Parce qu'Antigone est une pièce de théâtre qui va configurer sur un plan philosophique quelque chose à travers une réalité, mais qui n'est qu'une histoire. C'est du théâtre. Antigone a ses deux frères, et ces deux frères, il y en a un qui combat pour Créon,
et un autre qui combat contre Créon, Polynice. Et Créon va prendre un édit, on appelle un édit une loi, qui va dire que Polynice ne pourra pas avoir sa sépulture à Thèbes. Parce que compte tenu du fait qu'il a combattu contre Créon, il n'aura pas le droit, il sera, comme on le dit dans la pièce, il sera mangé par les oiseaux carnassiers. Et Antigone va dire à Créon, certes, tu as le pouvoir, tu es le chef, tu as la légitimité, par ta position, de prendre un édit. Mais si cet édit va à l'encontre des principes immuables liés au simple fait que nous sommes des êtres humains, et notamment le fait que je puisse être dans une sépulture, dans ma terre, peu importe ce que je puis faire, eh bien, ton édit contrevient ce principe immuable. Et pour la première fois, dans une pièce de théâtre, nous avons une concrétisation de la lutte entre la loi et le droit. La loi est une source du droit, mais quand une loi est illégitime ou qu'elle viole des principes supérieurs, eh bien, la loi peut être anéantie. Et nous l'avons vécu en France. Antigone, nous l'avons eu des dizaines de fois avec les décisions du Conseil constitutionnel. Quand le Conseil constitutionnel, en 1972, il s'est érigé en bastion du droit contre la loi, Zemmour parle de révolution, de coup d'État. Parce que le Conseil constitutionnel, au début, n'est pas fait pour ça. Le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire formé par tous les droits de l'homme, et la fameuse déclaration du 26 août, qui configure les 17 articles essentiels qui sont attachés à l'homme par sa naissance. Liberté, égalité, fraternité, liberté d'expression, que tu ne peux pas être enfermé si tu n'y a pas une juste enquête et condamnation, que tu ne peux pas être privé de ton expression, que tu as la liberté de tes opinions. Ce sont des droits immuables. Et c'est là que, effectivement, je me suis inspiré pour me battre contre les lois liberticides. Quand je conteste les lois, je les conteste comme Antigone qui va dire « Macron, certes, tu es président de la République. Certes, Édouard Philippe, tu es Premier ministre. Certes, vous avez été élu au Parlement. Mais votre loi est illégitime parce qu'elle contrevient des principes immuables. Et vous ne pouvez pas placer la santé publique au sommet, même de manière transitoire, parce que vous ne pouvez pas priver l'homme de ses droits essentiels. Tu ne peux pas m'empêcher de m'exprimer, d'avoir mes opinions, de manifester, d'aller rencontrer mon grand-père et ma grand-mère, d'entrer dans un EHPAD, parce que tu considères que la santé publique, telle que tu la conçois, te donne le droit de me priver de toutes mes libertés. Ça veut dire que tu m'anéantis, tu m'as anéanti en tant qu'être humain. Tu m'as supprimé, tu m'as fait devenir un objet entre tes mains. Et ça, c'est Antigone appliqué dans la réaction du neuf, dans ma vie d'avocat, dans ma pièce de théâtre, dans ma vie de tous les jours. C'est, au fond, ma manière d'être révolutionnaire sans prendre les armes. Hervé Lozac a écrit de vous que vous étiez mi-Bouddha, mi-Zorba. Vous écrivez faire très attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Malgré cette fougue, malgré cette rage-là que vous exprimez, vous faites attention à ce que vous dites vraiment ? Qu'est-ce qui vous différencie de Maître Divisio ? Ce qui me différencie, c'est que lui, il a sauvegardé sa fonction d'avocat. Et il a parlé en tant qu'avocat. Comme s'il avait besoin, à certains égards, de justifier sa parole par la fonction. Quand j'écris Réaction du Neuf, je ne dis pas « je suis Maître Broussat ». Les autres ont le droit de me le dire. On est avocat 24h/24. Mais moi, j'ai choisi l'opposé. Je vais vous parler, j'ai créé une association qui s'appelle Réaction et je m'appelle Carlo Alberto Broussat. Bien sûr, je suis avocat dans ma vie, mais là, ce n'est pas l'avocat qui parle. C'est moi qui viens vers vous. Et c'est ces deux postulats qui sont totalement différents, qui ont généré un autre type de rapport et qui perdure aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, Fabrice, par exemple, est beaucoup moins présent, mais parce que sa fonction
Parce que moi, j'ai créé une institution qui s'appelle aujourd'hui Réaction 19, qui en tant qu'association poursuit son chemin. Ça durera combien ça durera, jusqu'à quand on aura des gens. Nous, on ne va pas demander l'argent à l'État, ni au département, ni à la mairie de Paris. Mais c'est pour ça que même là, au mois de juillet 2023, j'ai été à Avignon, j'ai continué à faire des conférences, il y a un livre qui sort, je vais continuer au mois de septembre, on va continuer notre lutte pour la liberté, on va se battre pour éviter que des programmes néfastes à l'école soient faits, qui portent sur de la sexualité dépravée, choses de ce genre. Donc on a encore beaucoup de choses à faire pour tenter de rétablir la centralité de l'être humain. Enfin, peut-on dire que ce livre vient clôturer un chapitre de votre vie? Il clôture un chapitre et il en ouvre un autre. Et c'est une très bonne question. Bon, souvent, c'est dans les techniques de communication. Vous avez posé une bonne question, c'est une bonne question. Là, je le dis vraiment, c'est une bonne question parce que, effectivement, ça clôture. Le scriptaman verba volant, ça permet de fixer un peu un timing. Parce que de là, à partir du livre, est déjà né autre chose, parce que le livre est antérieur quasiment à la pièce de théâtre. La pièce de théâtre arrive comme une autre étape, mais c'est une autre étape pour tenter de véhiculer un message autrement. En réalité, il faut utiliser tous les moyens possibles pour porter la parole de la liberté. Vous savez, Diderot disait « Nous sommes contraints, nous sommes obligés à défendre la liberté, à se battre pour la liberté. » Et je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important. En réalité, la bataille pour la liberté, ce n'est pas du tout l'institution qui va te le donner. L'État n'a pas donné la liberté. La Constituante a créé la nuit du 26 août les 17 articles de droits de l'homme. C'est un peu comme quand Moïse était monté au mont Ararat et il descend avec le décalogue. Eh bien là, c'est un peu la même chose. En réalité, ce n'est pas l'État français qui fixe les 17 articles, ce sont des hommes éclairés, illuminés, un peu foufous, qui vont faire de la philosophie, et ils vont transformer la philosophie en droit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire tout simplement que ces 17 articles ne sont pas rattachés à l'État français. Il n'y avait pas d'État. Le 26 août 1780, il n'y a pas l'État français avec un gouvernement, un président. C'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça que je trouve magnifique de dire nous sommes le pays qui a été le phare du monde. Bien sûr, il y a eu d'autres déclarations, mais ce qui s'est passé en France est unique. Est unique en Europe, on n'a pas eu ça en Italie, on n'a pas eu ça en Russie, on n'a pas eu ça dans les autres pays. Et ça, c'est quelque chose que nous devons sauvegarder. Vous savez, Vercingétorix, on l'oublie souvent, il n'est pas mort à Alésia. Vous savez, quand on est sur l'autoroute, il y a 52 à Alésia, non, c'est la défaite. Mais Vercingétorix, il a été amené à Rome. Et il a vécu pendant 3 ans dans la Légion romaine. Et pendant 3 ans, tous les matins, il s'accrochait aux barreaux qui étaient au niveau du sol. Et le Romain, qui allait au fort impérial, au fort impériaux, il le regardait. Et il avait appris à parler romain. Et il se battait, et il continuait à dire qu'il était un Gaulois. Et il a fallu qu'on lui tranche la gorge au bout de 3 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de Romains qui au début lui crachaient la figure, mais qu'après il s'arrêtait à l'écouter. Et ça supportait le pouvoir romain de voir que ce Gaulois réfractaire continuait à tenir face aux humiliations, mangeant, il était malade, il avait des choses, c'était horrible, mais il était toujours là, vivant et viable. Ça veut dire tout simplement que chacun de nous est un ambassadeur de liberté. Chacun de nous a en lui le potentiel pour livrer des messages de liberté, pour livrer des messages de désobéissance, pour livrer des messages qui sont importants, parce que dire non au pouvoir, c'est dire non à la dictature, c'est dire non à des formes de dictature. Le mot dictature n'est pas nécessairement la dictature coréenne. La dictature, c'est le 49-3, quand effectivement on passe en force d'une loi inique qui ne répond pas à la majorité. C'est pour cette raison que Réaction 19, ce que nous avons vécu, ce n'est que le début d'une continuité de réflexion sur les institutions, sur la manière de sauvegarder la démocratie. La démocratie, qui n'est pas celle inscrite dans la Constitution de 58, c'est une forme. Et la démocratie, il y a une pluralité. Il faut trouver celle qui correspond le plus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un monde plutôt platonicien, c'est-à-dire avec une conception où il y a le peuple, il y a les armées,
On lui parlait des chevaliers, et ensuite des élites. Pour Platon, c'était les élites philosophiques. Pour Schwab, ce sont les élites technocratiques, économiques et financières. Et moi, je me bats contre cette conception-là de la vie. Alors, on restera debout et le combat continue. Absolument. Merci beaucoup, Maître Brussat, d'avoir été avec nous. Merci de votre présence. Je rappelle que votre livre « Pour un lendemain sans liberté volée » aux éditions Trait Daniel est disponible partout. Disponible partout. Alors, dans les petits villages, je dis, il faut le commander, mais à ce moment-là, nous ouvrons un portail pour le commander sur le site, pour celles et ceux qui n'ont pas une grande librairie, une grande Fnac, voilà. Ou qui ne veulent pas commander sur Amazon, parce que certains me disent, non, Carlo, moi, je ne veux pas le commander sur Amazon. Grand bien te fasse. Et on rappelle que les droits d'auteur du livre sont entièrement reversés à l'association Réaction 19. Tout ce que je fais lié à Réaction 19 n'est que pour Réaction 19, je ne gagne pas un centime et je suis très heureux. Je vous remercie, Maître Brussat. Je vais vous inviter à dédicacer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Avec un immense plaisir. En attendant, je voudrais rappeler que le média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit de groupes, structures ou encore d'associations. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos abonnements sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous. Bravo. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Merci encore de m'avoir reçu. Merci. Au revoir tout le monde.